l'équinoxe ce soir, conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi portant code électoral, qui prévoit que le Conseil électoral organise les concertations avec tous les acteurs du processus électoral. Hier, 6 septembre, son président Eno Abraham Egbe, a réuni partis politiques, sociétés civiles, membres du Conseil constitutionnel, administration territoriale et relations extérieures. Sauf qu'avant la fin des travaux, des représentants de certains candidats en liste pour la présidentielle du 7 octobre prochain ont fortement contesté la présence dans la salle de certains membres du G20, un groupe de partis politiques qui soutient la candidature de Paul Biya. Une situation qui a permis l'adoption d'un code de bonne conduite pour la présidentielle 2018, mais plutôt une reconduction de celui de 2011. Décryptage du code de bonne conduite, c'est le fait du jour. Présidentielle 2018, code de bonne conduite. Présidentielle 2018, code de bonne conduite en force. Pour en parler, je suis avec Guy Zogo, bonsoir. Bonsoir, Serge Alantou. Oui, vous êtes journaliste, Oui. coordonnateur Equinox Télévision et Radio Equinox pour les régions Centre, Sud et Est. Absolument. Bienvenue sur le plateau d'Equinox Soir. Merci de me faire l'honneur de participer à la première de ce décryptage ici, Equinox Soir, dans la capitale politique. Voilà ce qui montre très bien les ambitions d'Equinox Télévision cette année. Voilà, merci. À côté de vous, Maître Claude Assira, bonsoir. Bonsoir Serge Alantou. Oui. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci. Vous êtes avocat au barreau, j'ai mis X. Du Cameroun et de Paris. Je suis avocat au barreau du Cameroun. J'étais d'abord inscrit au barreau de Paris et je suis également enseignant de droit à l'université catholique d'Afrique centrale. Lucas. Voilà. Également la seule femme sur ce plateau, Alice Sadio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente, oui. Bonsoir à vos téléspectateurs aussi. Vous êtes présidente de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Et secrétaire général de la plateforme Voilà. baptisée pour la Nouvelle République. La Nouvelle République, qui soutient le candidat Maître Akeremouna. Tout à fait. Dites-moi, Maître Alice Sadio, pourquoi vous n'êtes pas... Pas maître, Madame Alice. Madame Alice Sadio, dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas sorti en même temps que les autres candidats, les 8 autres, par rapport à ce qui s'est passé hier, à cette concertation du Conseil électoral avec tous les acteurs? Pourquoi vous n'avez pas suivi? Il s'est passé quoi? Par rapport au code de bonne conduite. Ils Oui. dénonçaient la présence des membres du G20, de certains membres du G20, alors que le RDPC avait déjà son représentant dans la salle. Oui, écoutez, premièrement, moi, intuiti persona, je n'étais pas à ces assises-là. C'est plutôt aujourd'hui que j'ai été dépêchée par notre dynamique pour aller assister à la réunion pour prendre acte de ce qui s'est réellement passé, parce qu'il paraît qu'il y a effectivement eu un incident. Ce que je peux vous dire suite à l'ambiance que je vous ramène de l'échange qu'il y a eu entre nous, y compris ceux qui insistaient pour que le G20 sorte hier et qui sont même sortis pour marquer leur désapprobation. Ce que je peux vous dire relativement à l'ambiance qui a prévalu cet après-midi entre, d'une part, Elections Cameroun et d'autre part, nous, les entrepreneurs politiques, c'est que l'ambiance était bon enfant. Certes, il y a eu des récriminations, encore et encore. Vous savez que nous avons toujours critiqué et querellé notre code électoral. Cependant, je parle du code électoral. Nous avons toujours critiqué, il y a beaucoup de choses. Entre autres, je peux citer les points saillants, tels que l'exigence ou la revendication d'une élection présidentielle à 2 tours pour permettre de décanter et de dégager une majorité véritablement confortable pour celui qui aura à charge la magistrature suprême, qui dirigera un autre pays. Entre autres revendications, les pouvoirs publics et l'instance en charge des élections avancent de notre point de vue à pas, on va dire, de tortue.
pas d'escargot pratiquement, mais il y a des petites avancées. Maintenant, pour revenir sur oui, les... justement, je pense que vous avez manqué de solidarité avec les autres, qui mènent le même combat que vous. C'est-à-dire que il y a un changement le 7 octobre. Que répondez-vous à cela? Non, je pense que ce n'est pas intellectuellement juste de dire, de rendre compte de ce qui s'est passé. Moi, je pense même que c'était un pseudo-incident. Pourquoi nous pensons... C'est le buzz, c'est bien, parce que c'est une histoire de buzz, et que quand il y a buzz, ça fait que le quatrième pouvoir peut, vous voyez, mieux véhiculer l'information autour du véritable event. Le véritable event, c'était adopter le code de bonne conduite. Oui. Maintenant, l'apprenti philosophe que je suis, lorsque on me dit que le sujet à débat à l'ordre du jour, c'est le code de bonne conduite, je me dis qu'en réalité, on se retrouve à devoir se mettre ensemble pour débattre d'une telle chose sous d'autres cieux. Dans des vieilles démocraties, on n'a même pas besoin de se retrouver pour débattre de telles choses. C'est des choses qui vont de soi. Parce que vous auriez aimé qu'on vous impose ça? Non. Je viens de dire que c'est des choses qui, pour des adultes bien éduqués, devraient aller de soi. Oui. Quand on dit bonne conduite, ça veut dire que vous êtes des délinquants. Il y a aussi ce sous-entendu-là. Dire qu'on a besoin de convoquer des adultes pour qu'ils viennent s'asseoir devant une instance à charge de gestion des élections. Je vais même ajouter, vous savez aussi bien que moi, que sous d'autres, si on n'a pas besoin de représentants, de candidats dans les bureaux de vote, aux États-Unis, dans des vieilles démocraties. Mais les résultats sortis des urnes ne souffrent de rien, dans la plupart du temps. Donc si chez nous, on part du postulat qu'il faut s'asseoir pour s'accorder qu'on ne va pas s'insulter, parce que c'est ça, hein, oui, oui, le code de bonne conduite, le code de bonne conduite, c'est pour dire qu'il ne faut pas déchirer les effigies d'un candidat, il ne faut pas s'insulter. Donc vous trouvez que c'est primaire, il ne fallait pas... J'avais participé en 2011 au draft de ce document-là, et je crois savoir que c'est le même qui a été reconduit hier. Maintenant, sur l'incident de certains sont sortis parce qu'ils ont contesté, vraiment notre position au niveau de la Nouvelle République, de la plateforme pour la Nouvelle République, c'est que des combats plus pertinents, des combats plus stratégiques nous interpellent, et le siège de l'ECAM n'est pas le lieu pour asseoir ou démontrer que nous sommes ensemble. Vous comprenez? C'est bien notre démarche. Je pense que pour être pertinent, et susciter l'intérêt de la masse critique électorale, c'est en marge des instances étatiques, y compris de l'ECAM, que nous pouvons asseoir une démarche stratégique pertinente. Ce n'est pas devant les projecteurs que vous êtes, devant les caméras que vous êtes, que nous allons démontrer que oui, ou on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Et puis revenant sur le contenu, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je viens de vous dire que l'essentiel du code de bonne conduite signifie qu'il ne faut pas s'insulter. Oui, on va décrypter tout à l'heure, on va décrypter. Oh, notre préoccupation est ailleurs. Oui, Maître Claude Assira, vous pensez que c'était un non-événement, c'était le buzz, que les partis contestaient la présence surtout de ces éléments-là, de ces personnes-là, qui soutiennent déjà le candidat Biya? Alors peut-être pour fixer un peu vos téléspectateurs, il faudrait qu'on leur dise que dans la perspective de la prochaine élection, qui a lieu dans un mois, exactement un mois, l'ECAM a cru devoir réunir la plupart des acteurs majeurs de l'élection, les partis politiques, tout à fait du processus électoral, pour essayer de voir avec eux comment faire pour arrêter une sorte de code indiquant les meilleures pratiques possibles pour arriver au résultat qui est attendu dans les meilleures conditions pour tout le monde. Et à l'occasion donc de cette réunion, il est apparu qu'il y avait une fracture au sein même de ceux qui se présentent comme étant l'opposition traditionnelle au Cameroun. Alors, moi j'écoute Alice, que j'apprécie beaucoup dans ses combats habituels, sauf que je pense que cet incident, de mon point de vue, je tempère un peu son propos et ses certitudes. Parce que pour moi, cet incident peut avoir deux lectures. Il y a une lecture politique, naturellement, et là, je lui laisserai peut-être le soin libre de son appréciation, compte tenu du fait que, n'étant pas moi-même un acteur politique, je n'ai peut-être pas l'instinct qui me permette d'apprécier avec pertinence la réaction de l'acteur politique. Mais je signale simplement que dans un combat politique, tout compte. Parfois, ce sont des tout petits gestes.
qui peuvent permettre de parler. Et j'ai cru comprendre de la lecture des citoyens que je peux en faire que les partis politiques en fait expriment leur mauvaise humeur. Ils sont en présence d'un combat qui est largement défavorable. On sait que dans la plupart des élections, il y a toujours forcément la prime au sortant, quel que soit le pays dans lequel les élections sont organisées. Donc le but du jeu, c'était de savoir, est-ce qu'on suit moutonnement, quel que soit ce qui nous est présenté, ou alors à un certain moment, on s'arrête pour essayer d'indiquer que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. Voilà. Donc même si, de mon point de vue, comme tout est symbole, il n'y a plus jamais dans la vie des actions d'éclat grandes qui marquent les esprits. C'est des petits détails, comme je dis habituellement, ce sont souvent les petites rivières qui font les grands fleuves. Et donc là, je pense que les partis politiques ont voulu indiquer que eux aussi, ils avaient certainement une force, une existence et une capacité de résistance qui permettent d'amener à tenir compte de leur existence et sans doute aussi de leur désir. Si ce n'est pas sur ce combat-là, ce sera peut-être éventuellement sur d'autres. Mais à côté de ça, il y a aussi la deuxième lecture qui est la lecture juridique. Et là, dans ce cas, évidemment, je vais être parfaitement d'accord avec Alice, parce que il faut dire que ce n'est pas parce que moi j'ai indiqué que je suis favorable à M. Zogo que je suis devenu M. Zogo. Donc, on peut comprendre la personnalité juridique de chacun des acteurs qui composent aujourd'hui le G20 n'a jamais été diluée au sein du RDPC. Donc ils avaient parfaitement, juridiquement, le droit d'y être, même si aux côtés de ça, on connaît parfaitement leur tendance. Ils ont le droit de venir dans tous les cénacles où la question se discute, quitte à ce que leur présence consiste simplement à indiquer « nous sommes pour le RDPC ». Voilà. Disons que sur la représentativité. C'était ça le clou du problème. Lorsqu'on suit le professeur Koumvondorière, il parle qu'on n'a pas indiqué le quorum. Oui, le quorum, d'abord, les participants n'étaient pas tombés d'accord sur le quorum. Et donc, à partir de ce moment-là, il pouvait avoir des problèmes, comme il y en a eu d'ailleurs. Mais on se pose la question. J'écoute Maître Assira qui dit, juridiquement, ils étaient bien en droit d'être là, mais on peut se poser quand même la question du sens réel. Qu'est-ce qui justifiait véritablement leur présence? Ah oui, alors qu'il y avait déjà un candidat et le représentant du candidat BIA. Des candidats, donc du président de la République. On peut penser que les membres du G20 n'avaient pas leur place au cours de ces assises. Que sont-ils venus faire? Quelle était leur mission au juste? S'agissait-il de diluer encore une fois de plus le fait que l'opposition ou celle qui est déclarée comme telle contre le président de la République puisse s'exprimer, puisse avoir un certain avantage ou puisse peser d'un poids qui aurait pu être défavorable à cette partie-là? On peut se poser la question. Alors moi je voudrais dire aussi que depuis, cela fait 26 ans que nous sommes revenus à une élection présidentielle multipartisane au Cameroun et que lorsqu'Alice Sadio nous dit voilà, on a fait des avancées, mais il faut quand même dire que le code de bonne conduite, à l'Assemblée nous dire que le code de bonne conduite, franchement, il n'y avait pas un chat à fouetter. Mais quand même, affaire des adultes. On a vu les choses dans ce pays. Oui. Pour ceux qui ont suivi l'élection présidentielle depuis 92, on les a vus. On a vu des gens chassés pour avoir voté simplement. Oui. On a vu des actes de violence, d'une extrême violence. Entre 92 et 97 au moins, on a vécu cela. Peut-être que la tension est retombée quelque peu à partir de 2004, mais on arrive aujourd'hui encore à une période charnière qui voit des tensions s'accumuler autour d'une élection comme celle de la présidence. Donc je vous dirais que la campagne électorale va s'ouvrir le 24 septembre. On pourra voir qu'on ira crescendo dans justement un certain nombre d'actes qui demandent que l'on s'accorde. Parce qu'à partir du moment où il y a des acteurs qu'on met ensemble, il faut un minimum d'entente sur les règles de conduite. Alice Sadio, vous êtes attardé sur les affiches qu'on déchire et tout ça, mais il y a un point qu'on relève. On a vu la période de pré-campagne. On a vu sur le net les partisans des partis qui s'entre-déchirent. Et il y a un point qui dit, on demande aux candidats, leurs sympathisants, de faire preuve de retenue dans les discours. Oui, est-ce que vous pensez que ce rappel alors n'était pas nécessaire? Oui, je dis que, si vous le permettez, je me réjouis de ce que le propos de Maître Assira a été suffisamment... Nuancé? Pas nuancé,
équilibré. Voilà. J'apprécie son la propos. Première approche, sur le plan, juridique. J'accueille favorablement son propos parce qu'il a été suffisamment... Il vous conforte. Pas parce qu'il me conforte, M. Guizogo, parce qu'il est objectif. Il a regardé sous l'angle du rapport de force, c'est-à-dire essentiellement politique. Et je suis un animal politique, pas vous, donc je suis bien placé pour dire que son propos était pertinent. Cependant, il a équilibré en relevant, et vous verrez pourquoi je le dis. Je le dis justement parce que juridiquement, et je parle sous le contrôle du juriste qui est sur ce plateau, juridiquement, si vous disqualifiez, vous savez tout le mal. Si vous avez suivi un passage dans un des médias l'un de vos confrères, l'un de ces gens du GF1 là, l'un d'eux sur un plateau m'a traité de braqueuse. Ah bon? J'ai dû à un moment donné savoir raison garder pour ne plus, parce que ça pourrait faire partie en vrille. Donc, vous savez tout le mal ou tout le bien, que je ne pense pas du G20. C'est le journaliste dans ce média-là qui a même dû me dire, monsieur, mais sur ce plateau, je ne peux pas laisser passer cela. Pourquoi est-ce qu'il m'a agressé? Parce que du point de vue idéologique, du point de vue de la posture politique, essentiellement, nous achoppons. D'accord? Maintenant, moi je suis sur ce plateau pour représenter un candidat qui a fait l'option de la démarche transpartisane. C'est-à-dire qu'une démarche qui va au-delà des carcans partisans. D'accord? Si vous postulez que le GF1 ne peut pas être dans une assise pour adopter un code de bonne conduite qui est applicable, il faut le souligner, pas seulement en matière d'élection présidentielle, mais aussi dans quelques mois, en 2019, dans le cadre des élections locales, et vous ne me direz pas qu'entre-temps, vous aurez disqualifié ces partis politiques-là. En démocrate, moi, je dirais, expliquez-moi comment vous allez le faire. Parce que ces partis politiques-là ont des conseillers municipaux pour certains. Donc, ils vont rempiler, n'est-ce pas? Tout au moins lors des élections locales. Je suis une démocrate, fondamentalement. Donc, c'est sur le principe de la démocratie qui me caractérise, qui caractérise notre chapelle, que je dis que je ne peux pas, en âme et conscience, et fort de mes principes de démocrate, dire qu'il faille disqualifier des gens parce qu'ils ont soutenu quelqu'un que je ne veux plus voir à la magistrature suprême de notre pays. C'est aussi disqualifié. Non, pas disqualifié. On ne veut pas les voir. Attendez, ils n'avaient pas leur place dans la salle. Par exemple, je vais vous expliquer le parallèle. D'accord? Le G20, il nous énerve. Parce que, vous savez, le Rubicon est atteint. Je veux bien comprendre cela, que psychologiquement, ça rebute beaucoup de gens. Je veux bien comprendre cela. Mais quand nous sommes des hommes responsables, nous sommes des acteurs politiques, il ne faut pas réagir à l'émotion. Je suis désolée. Vous comprenez? Il ne faut pas réagir à l'émotion parce que l'opinion publique nous regarde et parfois nous imite. Donc, à chaque fois, il faut savoir raison garder et se dire, toujours peser. Est-ce que ce que nous faisons, si c'était appliqué à nous, ce serait défendable? Maintenant, pour revenir, j'applique donc cette formule de, comme le RDPC a déjà son représentant, eh bien, les G1 ne peuvent plus être dans la salle. Pour discuter de quoi? De qu'on ne doit pas s'insulter en temps de campagne. Je dis que la loi électorale, elle existe. Ce n'est pas dans ce lieu-là qu'on allait en débattre. C'était juste pour se dire que, bon, les civilités, mesdames et messieurs, pensez-y. C'est tout. C'est d'où mon propos qui a été mal interprété par Guy Zogo, que je suis en train de négliger le truc. Non, je dis qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat parce que mon combat, c'est un combat sur la révolution dans l'instrument juridique applicable en matière électorale chez nous. Maintenant, hier, il ne s'agissait pas de ça. Hier, il s'agissait du code de bonne conduite. Je vais vous expliquer quel est notre entendement en matière de code de bonne conduite. Code de bonne conduite, rappelé aux adultes, signifie que nous sommes un peu sauvages. Et qu'il faut tempérer maintenant nos ardeurs. Maintenant, maintenant à la représentativité, c'est-à-dire qui a droit à la parole dans une instance où les opérateurs, les entrepreneurs politiques parlent. Si vous disqualifiez les G20, les G20, je sais quoi, d'office, vous pouvez aussi... C'est une violation du code de bonne conduite. Attends, d'office, vous pouvez aussi... Un peu de retenue dans le discours, c'est un point. D'office, vous pouvez aussi disqualifier la présidente de l'Alliance des forces progressistes que je suis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Du tout. Parce que, à la réalité, l'Alliance des forces progressistes n'a pas... Je me réjouis même que l'ECAM ait pris en compte les dynamiques d'alliance qui se créent. Même si l'une est une alliance pour
qu'il existe une autre alliance, hein, qui est la nôtre, qui ne peut pas être soupçonnée d'être dans une démarche pour couler le Cameroun. Donc pourquoi est-ce que j'ai été invitée en ma qualité de président de l'Alliance des forces progressistes? C'est parce que Elekam a un regard sur les dynamiques qui se créent. Et qu'ils savent que le candidat Kerimuna, par exemple, même si c'est FPD qui se trouve sur son dossier de candidature, il se trouve qu'il y a derrière l'UPC, il y a l'AFP, il y a l'UFDC, il y a autant d'autres formations politiques. Ils nous ont tous invités. Donc, dire que vous, là, le groupe de G20, vous ne pouvez pas parler dans cette salle parce que le représentant du ADPC est dans la salle. On pourrait, sur le même principe, dire aussi que Madame Alissa Diop, foutez-nous la paix. Vous n'avez pas droit au chapitre. Et auquel cas, je revendiquerai mes droits, messieurs. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Non, mais enfin, je dois dire que cette situation est d'ailleurs surtout consécutive à une sorte d'habitude sur ces questions-là. Vous savez, la suspicion dans le processus politique au Cameroun, dans la vie politique au Cameroun depuis un certain nombre d'années fait que les actes ont été posés souvent et à partir de là, des gens ont arrêté une manière de penser et qui souvent est confortée malheureusement par les faits. Lorsqu'on voit des gens dans la démarche qu'ils prennent, on comprend toujours que ils sont quelque peu téléguidés dans leur choix et vous pouvez comprendre qu'en face qu'on leur repose une certaine radicalité et ça c'est le problème et c'est un problème qui est récurrent chaque fois qu'il a fallu appeler, faire des choix ou alors susciter les forces politiques. Maître Claude Assira, je vous interroge sur ce point. Les positions de pouvoir à des fins de campagne. C'est déjà le cas. Hein? Oui, c'est dans le code de bonne conduite. Est-ce que ça n'aurait pas été le lieu, à l'occasion d'une réunion comme celle-là, effectivement de poser le problème et d'aller au charbon pour essayer d'envisager les conditions dans lesquelles il est possible d'implémenter, j'aime bien ce mot que tout le monde aime ici, ces résolutions qui sont de bonnes résolutions et qui permettent effectivement la neutralité l'administration. Parce qu'il faut le dire, l'administration doit, dans une élection, rester parfaitement neutre et objective. Or, aujourd'hui, non seulement l'administration n'est pas neutre, ce qui va nécessairement avoir des conséquences sur l'objectivité du scrutin, le jour J, mais surtout, le fonctionnement de l'administration est aujourd'hui au quotidien pour les usagers que nous pouvons être totalement obéré compte tenu du fait que les personnels n'y sont pas, les véhicules sont utilisés à des fins détournées, etc. Donc moi je pense que pour cela, il lui fallu y être, profiter de toutes les occasions, encore une fois, comme je vous le disais lors de votre première question, à ma première prise de parole, il n'existe pas un endroit sacramentel aujourd'hui où il est possible de porter le fer et arriver à un résultat attendu. Toutes les occasions qui sont offertes devraient pouvoir offrir cette opportunité-là. Et là, malheureusement, hier, je crois que c'était une occasion et il aurait fallu, de mon point de vue, y être. Maintenant, encore une fois, moi je vous dis, je ne comprends pas que on est encore à l'époque soviétique, hein, pratiquement aujourd'hui.
Je suis sûr que même en Chine aujourd'hui, on doit pouvoir autoriser un certain nombre de sondages, d'éléments d'audiométrie, voilà, oui, tout à fait, des tendances pour permettre de sonder un peu l'opinion. Et je pense que là où votre question, je vous dis, elle m'embarrasse, c'est premièrement l'absence, la déconnexion des acteurs par rapport à la réalité, et puis surtout, il faut le dire, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas dire aux gens, je souhaiterais que le prix de l'électricité soit ceci ou le prix du carburant. C'est la réalité du marché qui permet en réalité le jeu des acteurs. Je vais vous le dire en d'autres termes. Si aujourd'hui, un institut réalisé par le biais ou de sondages par WhatsApp, SMS ou autre, quel pourrait être réellement, quels seraient les moyens des LECAM pour le combattre? Donc, en d'autres termes, c'est une loi qui me semble être absurde, parce que, un, elle est surannée, deuxièmement, elle me semble être difficile de contrôle, parce qu'aujourd'hui, il existe les moyens de les contourner. Si vous avez envie d'aller sur le terrain pour essayer de faire un sondage d'opinion et connaître à peu près les tendances, vous avez largement la possibilité de le faire sans qu'à aucun moment il ne soit possible de venir. Vous mettez par exemple sur un site Facebook, aujourd'hui, une application ou plutôt un message dans lequel vous avez envie de recueillir un certain nombre d'éléments de tendance, d'opinion pour tel ou tel candidat que vous auriez orienté, vous aurez parfaitement le résultat et je ne suis pas certain que ceux qui ont mis en place ces lois auront la possibilité de contrôler et surtout de sanctionner ce qui la rendra d'elle-même obsolète. De mon point de vue, il faudrait qu'une telle loi puisse rapidement passer aux oubliettes. Ali Sadio, sur ce point-ci, respecter le verdict des urnes, on est tous d'accord, et respecter l'encadrement du processus. Surtout l'élément à 18h, le dépouillement, lorsque les gens ont des téléphones Android vont commencer à balancer les tendances, est-ce que ce sera facile pour ELECAM de contrôler ça? Votre question est pertinente. C'est justement là où est situé l'enjeu, et pas dans le truc... Mais qu'est-ce que vous avez donc fait hier pour que ça ne passe pas? Vous qui êtes resté ensemble. Attendez, ce que vous dites de respecter, c'est les textes, hein? Oui. C'est-à-dire que veillez à ce que le suffrage universel valablement exprimé par le souverain camerounais dans les bureaux, 25 000 bureaux de vote du territoire national soit effectivement ceux qui seront centralisés et additionnés au niveau de la Commission nationale de recensement des votes. Ça se passe comment? Ça ne se passe pas par... je pense qu'il faut plutôt faire la soustraction plutôt que l'addition. Il y a des textes, on va devoir agir sur la base des textes. Mais comme nous savons, et c'est là où je viens de vous dire concernant le code de bonne conduite, en principe, les adultes sont censés savoir se conduire. D'accord? Donc, mais maintenant, là, nous sommes au cœur du vrai débat. Et c'est sur ce vrai débat-là que tout à l'heure, à ELECAM, j'ai interpellé mes camarades de combat. Par-delà nos obédiences idéologiques et partisanes, à ce que on réussisse à trouver une formule de bonne entente entre forces entrantes, c'est-à-dire qu'il y a les forces sortantes, c'est-à-dire Paul Biya et ses G20, mais il y a nous qui sommes en dehors du pouvoir et qui aspirons à entrer. J'ai exhorté mes camarades en disant ceci, justement, il va falloir, lorsqu'on connaît quelle est la réalité du terrain politique camerounais, le niveau d'enclavement auquel nous faisons souvent face. Les élections vont se tenir en pleine période de pluie. C'est pas évident que dans toutes ces 25 000 bureaux de vote, nous ayons les dispositions des 4-4 dont le rapport de force est terriblement, dangereusement déséquilibré. Parce que le RDPC est un parti État. Il va donc user et des sous-préfets et de leurs 4-4 que forcément, nous en face, on n'a pas. D'où, pour que celui qui sortira des urnes comme étant le président de la République, qui aura à charge le destin du Cameroun, il faudra qu'il jouisse de la légitimité. Pour qu'il jouisse de cette légitimité-là, il faudra que si moi, AFP, je suis dans un bureau de vote X donné, et qu'il sort de ce bureau de vote que c'est le MRC qui a gagné, et non pas AFP. Le code de bonne conduite en ce moment, c'est que moi, AFP, que je veille à ce que, à tous
les niveaux d'intervention, que je me mette à la disposition de ce candidat qui a gagné dans ce bureau de vote précis-là, pour que son résultat soit effectivement pris en compte jusqu'à la Commission nationale. C'est ça le débat. Et ça, ce n'est pas là-bas, ici à Bastos, au siège de l'ECAM, que nous pouvions bâtir une telle stratégie pour renforcer les capacités des forces entrantes que nous sommes. Je dis que c'est parallèlement en marche et de préférence même loin des instances et de l'ECAM et des pouvoirs publics. Vous comprenez? Donc, effectivement, il se murmure dans les chaumières, dans les coulisses, dans le Congo-Ça, comme on dit au quartier, que la tactique du régime, et je prends dans l'opinion publique nationale et internationale à témoin, que la tactique du régime ce jour-là sera de couper Internet partout. Mais nous nous sommes déjà exprimés là-dessus. Et nous estimons que tout le monde, y compris le quatrième pouvoir que vous êtes, parce que vous n'êtes pas en dehors du navire, vous êtes dans le navire aussi, il faut que vous nous accompagniez à alerter que si Internet qui passe maintenant où on est en studio là, si le jour-là on nous explique qu'on a coupé, ça vaudra un paradigme shift. Ça peut aussi arriver que ça se coupe comme ça. Non, ça ne va pas se couper, ça ne doit pas se couper. Mais il y a des jours où ça se coupe. Non, je dis donc, comme c'est la... Pourquoi le 7 octobre? Non, je dis donc... Ça peut arriver, hein. Je dis donc, voilà alors le vrai combat. D'accord? Voilà le vrai combat. C'est pas le combat, un accident. Il ne faut pas s'insulter là. Oui. Le vrai combat, c'est que le jour-là, il faudra que nos androïdes, que presque tout le monde a là, ou que tous les états-majors doivent veiller à ce que au moins leurs représentants dans le bureau de vote disposent là, que ces androïdes-là puissent servir. Et le RDPC peut aussi s'en servir. L'objectif est la survie de la nation, que la démocratie remporte et que le Cameroun gagne. Mais la question, c'est qu'il y a quand même une grosse hypothèque sur quand on écoute le développement d'Alice. Il y a une grosse hypothèque, c'est que du point de vue d'ailleurs du code électoral, il est bien dit que c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Alors là, il risque d'avoir, le régime a vraiment un atout de plus dans sa manche avec cette disposition-là. Ça, c'est clair. Mais peut-être que le vrai débat, c'est qu'il aurait fallu changer toutes ces dispositions. Qu'est-ce qui garantit que... Très bien. Qu'est-ce qui garantit que tous les résultats qui vont remonter des réseaux sociaux vont être pris en compte juridiquement? C'est le débat de fond. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez d'abord, je vais expliquer ce qui garantit. Permettez-moi juste une minute, vous allez me répondre certainement. Mais moi, je pense que le gouvernant a compris. Moi, je me rappelle quand j'étais élève en classe de philosophie, notre sujet au bac, c'était bien informé. Les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Parce que la maîtrise de l'information est capitale, essentielle, pour tout, pratiquement. Or, à partir de la connaissance originelle des tendances électorales est importante. Elle est importante au début du processus, elle est également importante à la fin. Tout à fait. Elle est importante au début parce que c'est elle qui permet la réalisation des coalitions autour de celui, vous savez ce qu'on appelle le vote utile. Le vote utile, c'est de se dire, ça sert à rien de se disperser, parce qu'il vaut mieux qu'on capitalise l'ensemble de nos votes sur telle personne qui est censée porter, qui est proche de nos aspirations, et qui a le plus de chances d'arriver, challenger l'adversaire principal. Donc, en interdisant cette possibilité-là, le pouvoir a en quelque sorte coupé l'élément d'information qui aurait pu permettre ces logiques de coalition au départ. Mais aussi, comme il le dit Guy Zogo, à la fin du processus, il faut pouvoir vérifier la cohérence de l'opération du scrutin avec la réalité politique sur le terrain. Or, les tendances électorales, si on vous dit que la tendance électorale avait tendance à donner telle personne comme étant favori, et que par la suite, vous retrouvez une autre personne dont les sondages au départ auxquels les sondages au départ donnaient un pourcentage qui était minable, naturellement, il y a un combat à mener. Or, en empêchant également cela, vous voyez que la maîtrise de l'information aura joué plutôt au profit
de celui qui la maîtrise en amont, surtout s'il n'y a pas d'éléments de contrôle. Il y a un fait quand même, il faut dire, on se rappelle qu'en 1992, Ali Sadio, vous qui étiez du SDF à cette époque, vous n'étiez pas là, voilà. En 92, lors de la présidentielle, il y a eu un fait qui a été, je pense d'ailleurs, déclencheur de beaucoup de choses qu'on a vues dans la suite. Ce qui se passe au lendemain du 11 octobre, c'est que RFI annonce dans son édition de 13h30, je pense le 12 octobre, le 13 octobre, une de ces dates, que Frundi est en tête avec 60%. RFI l'annonce. C'est la panique générale. Et qu'est-ce qui se passe? À 16h, Gilbert André Tchoumi, qui est ministre de l'administration territoriale, monte au créneau, il tient une conférence de presse dans laquelle il déclare Paul Biya est en tête. Parce que là, nous avions une situation dans laquelle nous n'avions d'ailleurs pas encore bien ficelé, la loi n'était pas ficelée sur la question, mais on se retrouvait dans une situation où RFI avait annoncé la victoire du candidat de l'opposition, et qu'est-ce que le pouvoir devait faire? Il fallait réagir. Et donc, mais aujourd'hui, on a comme le scénario à l'Ivoirienne. Absolument, on a tout ficelé, on est dans une situation où, en amont, comme en aval, il est très difficile de passer au... Parce que la vraie question, c'est comment est-ce que ces résultats, ces chiffres qui vont être donnés à travers les réseaux sociaux, est-ce que devant la commission de recensement des votes, on ne vous opposera pas que bien, écoutez, monsieur, vos histoires, là, nous, on a ce que l'ECAM nous a donné. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y avait quand même un débat qui aurait dû être mené au début. Il y a des mois maintenant qui auraient dû être faits aussi pour s'assurer d'un certain équilibre, de ce qui est une transparence vraiment dans ces opérations-là. Voilà pourquoi Alice parle de ne pas couper Internet ce jour-là. Absolument, il est important de ne pas couper, je suis d'accord avec elle. On a eu quelques cas malheureux en Afrique, au Gabon, au Congo, on a coupé Internet, ça a été une sorte de huis clos où d'ailleurs beaucoup d'actes répréhensibles ont été commis. Il faut espérer qu'au Cameroun, on n'en arrive pas là, parce que cela va jeter encore un discrédit sur le processus électoral en lui-même. Ok. Alice Sadio? Oui, je pense que Kizogo fait bien de nous rappeler par quoi nous sommes passés. Et justement, quand il disait que j'étais là, j'ai eu l'honnêteté de lui rétorquer que j'étais un peu plus jeune que ça. En fait, j'étais au secondaire, donc je n'étais pas acteur principal. Mais cependant, aujourd'hui, je soutiens, ou mon parti soutient un candidat qui était l'un des acteurs principaux. Et ce qu'il raconte là peut éclairer notre lanterne à plus d'un titre. Justement, lorsque les tendances issues des bureaux de vote font état de ce que c'est le candidat entrant, c'est-à-dire pas Paul Biya, Frundi, qui le candidat sortant est battu. Effectivement, les pouvoirs publics se mettent à donner leur tendance à eux. Ils avaient commencé à donner leur tendance, sauf que le lieu où étaient centralisés les procès-verbaux issus du terrain était justement dans les bureaux des Mouna. Vous comprenez? C'est ça l'histoire. Hein? On peut ne pas être content aujourd'hui, mais c'est l'histoire. Comme ils avaient donc ces procès-verbaux-là, ils ont pris les procès-verbaux de la présidentielle de 92. Ils ont comparé et ils ont su, à la lumière des tendances distillées à la radio nationale, ils ont vu que c'est tout simplement les résultats des législatives qui avaient lieu quelques mois avant, puisque le régime était désemparé. Il fallait donc qu'il contre-attaque. C'était la guerre de com, en fait. C'était la guerre de com, ça c'est l'histoire. Bon, on passe. Pour dire que nous en tirons des leçons aujourd'hui, parce que est idiot celui qui tombe 10 fois dans le même trou. Donc, on a parcouru ce chemin-là, ça fait plus d'un quart de siècle, pour mûrir. D'où vous comprendrez pourquoi aujourd'hui je dis, j'attire notre attention sur ce que j'appelle, peut-être par candeur, peut-être que je suis candide, mais jusqu'à ce qu'on me demande le contraire, je continue de croire que le vrai combat, ce sera notre capacité. Parce que fondamentalement, je fais partie des entrepreneurs politiques qui pensent que personne ne peut faire pire que ceux qui sont aux affaires maintenant. Donc, à la réalité, je suis disposée, moi, Alice Sadio, et ma formation politique, à défendre la victoire de toute autre personne si elle est avérée, d'après le suffrage issu des urnes, qui n'est pas Paul Biya. Vous comprenez? Donc, mais maintenant, pour comment le faire? Il faut que
Déjà sur le plan du discours et sur le plan de la coopération entre les formations politiques que nous sommes, qu'on apprenne à mutualiser nos efforts et apprendre à mutualiser ces efforts-là, ça implique aussi se retrouver de temps en temps, pas chez les camés. Tout à fait. Hein? Pas chez les camps, dans un cadre qui nous est propre, dans lequel on se sent en sécurité, on se met en confiance mutuellement et on se dit, ok les gars, qu'est-ce qu'on fait comment ce jour? Vous trouvez que ça a beaucoup manqué, apparemment, quand je vous entends parler, vous trouvez que ça a beaucoup manqué, ces rencontres de l'opposition, là, ça a beaucoup manqué quand je vous entends parler. Non, nous sommes en train de nous y essayer, il y a des résistances partisanes qui subsistent. Il reste 30 jours, hein? Nous sommes en train de nous y essayer. Non, nous y travaillons. Oui. Et je ne voudrais pas désespérer en les urnes. Je ne voudrais pas désespérer en la démocratie parce que, comme je l'ai dit dans un propos l'autre jour, désespérer en la démocratie, en les urnes, c'est ouvrir la voie à la généralisation de la guerre civile. Toute chose qui n'est profitable à personne, ni à ceux qui sont aux affaires, ni à nous-mêmes. Donc j'étais en train de dire que la brèche qu'il vient d'ouvrir, à savoir que, ok, d'après la loi, c'est le PV de l'État, on connaît, ça là on connaît, n'est-ce pas? Mais la même loi ne dit pas que mon représentant dans le bureau de vote avec son téléphone n'a pas le droit légal de dire que ok, j'utilise mon téléphone pour filmer le résultat, pour acheminer en temps réel à la centrale. Et que nos centrales respectives, s'il n'y a pas jonction des forces avant le 7 octobre, que nos QG respectifs se communiquent entre eux et se disent ok, ça concorde. Ça concorde. S'il n'y a pas une panne Internet. Qu'on engage dans des plans d'action qui aillent dans le sens de faire prévaloir, de faire éclater la vérité. Je parle comme les juristes, maîtres, qui fassent éclater la vérité des urnes. C'est de ça qu'il est question. C'est là-bas qu'il y a le combat. Oui, mais maître Claude Assira, c'est ça le véritable combat aujourd'hui pour 2018. Guizogo rappelait ce qui s'est passé en 92. RFI a annoncé une tendance, le ministre André Tchungui est monté au créneau pour dire autre chose. Maintenant, c'est les réseaux sociaux contre ceux qui organisent les CAM et le reste. C'est ça le combat 2018? Non, je pense que le combat 2018, c'est le combat pour l'émergence de la clarté, de la transparence et de l'objectivité, tout simplement. Moi, je voudrais qu'on ne pense pas que nous sommes un pays à part. Nous avons eu l'occasion tout au long des dernières années de voir se développer ici et là, dans un certain nombre de pays d'Afrique, un certain nombre de difficultés qui étaient nées des scrutins des élections, de la mauvaise organisation des élections. Et on ne peut pas toujours penser que nous allons nous rester à l'abri parce que nous sommes Camerounais. Et tout ce qui peut contribuer à permettre l'émergence d'un candidat qui soit élu normalement, peu importe de mon point de vue, qui est élu, on n'est pas obligé d'avoir forcément le même candidat, le même amour. Il peut y avoir plusieurs meurtres dans la maison du père. Mais il faut que ce candidat-là puisse se présenter valablement auprès des gens et afficher devant lui, pour lui, en tout cas, avoir pour lui l'onction du scrutin réalisé de façon objective. Ça a failli mal se passer au Zimbabwe dernièrement, on a vu le Kenya, je ne vous reparle pas la Côte d'Ivoire, et d'autres, tout à fait le Gabon, tout à fait, qui reste encore aujourd'hui bloqué à la suite d'une mauvaise organisation. Et puis je pense que chaque jour, les conditions de la mauvaise gouvernance, il y a beaucoup de gens qui ont fini par désespérer un peu de la façon dont ils étaient gouvernés et qui pensent que un scrutin pourra certainement permettre de purger l'ensemble du passif politique qui a pu se réaliser tout au long de ces 7 dernières années. Donc je pense que nous traversons une période qui est véritablement charnière. À partir de ce moment-là, quand on a fixé cet objectif, tout ce qui peut y concourir est évidemment bon à prendre. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai du mal à comprendre personnellement qu'on nous dise que il n'y a que tel paramètre qui va servir d'élément de vérité pour tous, alors que nous savons tous très bien que il y a déjà une suspicion, que ce soit ELECAM ou que ce soit le ministère de l'administration territoriale, n'importe lequel, dès lors que le processus de sa désignation, de sa mise en place et de son fonctionnement dépend de l'État,
on ne peut pas attendre de lui, quel que soit le travail. Vous savez, en droit, je parle là cette fois, puisque ce que je vais dire, on dit « Justice is not only to be done, but must be seen to be done ». C'est-à-dire que si vous faites la meilleure justice du monde, si celui à laquelle elle est destinée ne la ressent pas comme étant vraiment la justice, votre justice, elle ne sert à rien. Et je peux vous dire la même chose pour la politique, pour les élections. Quel que soit le lustre d'objectivité qu'on mettra en place, l'origine par laquelle vous êtes arrivé va vous suivre indéfiniment. Et pour permettre d'équilibrer, de diluer ce risque-là, cette suspicion, il vaut mieux multiplier les possibilités de recoupement de l'information afin que la synchronisation de ces informations seule permette effectivement d'éclater, de faire éclater la vérité qui, seule, permettra également aux rancœurs de s'estomper et, à mon avis, de faire tomber le risque que je vous décrivais tout à l'heure au début de mon propos. Disons qu'on est parti pour une élection au risque. Hein. On voit le sud-ouest et le nord-ouest. Il y a des problèmes là-bas. Et un des premiers principes, c'est rejeter toute forme de violence pendant cette élection. Ah oui, ben c'est une équation, on va dire, presque insoluble pour ce qui est de cette région à l'heure qu'il est, puisque le degré de violence a atteint des proportions. Surtout depuis le 1er septembre. Voilà, on sait que l'option des sécessionnistes peut effectivement, par peu, serait effectivement d'empêcher la tenue du scrutin. Ils ne s'en cachent pas. C'est leur agenda, ils ne s'en cachent pas, comme dit Maître Assira. Ça va être véritablement un défi à relever. Au cours de ce scrutin, d'ailleurs, le Cameroun a annoncé, a déjà prévu des délocalisations qui vont donc se faire... que cela soit inscrit sur les listes. Absolument, absolument. Donc il va y avoir des délocalisations avec notamment la possibilité pour que les forces de l'ordre puissent faire régner davantage de sécurité dans ces points qui auront été retenus pour la tenue de ces scrutins. Alors je voulais dire quand même, en ce qui concerne, nous parlions encore tout à l'heure des réseaux sociaux, il faut quand même dire qu'il peut être tout à fait incroyable qu'en 2018, on puisse envisager d'écarter la portée des réseaux sociaux dans un scrutin comme celui-ci. Puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux pèsent... C'est la guerre de l'élection de... Absolument. Les réseaux sociaux pèsent absolument aujourd'hui dans la vie quotidienne des Camerounais. Nous qui sommes dans la presse, nous rendons bien compte que peu de gens lisent les journaux aujourd'hui. Ils peuvent faire le matin, regarder à travers les unes, les téléphones. On lit, on apprend beaucoup de choses instantanément. Non, allez-y. D'accord. Ok, on apprend beaucoup de choses instantanément. Donc, le Cameroun aujourd'hui, on peut se risquer de dire que 60% des Camerounais ont accès aux réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas parce que les résultats sont quelque chose de compliqué que l'État s'entoure? Non, au contraire, les réseaux sociaux devraient contribuer à crédibiliser aussi. Est-ce que c'est tout le monde qui doit rendre les résultats publics? Écoutez, ce n'est pas une exclusivité camerounaise. J'aime bien souvent prendre des exemples dans le temps pour éclairer mieux la direction vers laquelle nous allons. En 2000 au Sénégal, vous avez vu ce qui s'est passé. Là, c'était les radios. Ce n'était même pas encore les réseaux sociaux qui n'avaient pas pris une telle ampleur. Les radios ont porté les résultats. Lorsque Wade était candidat face à Abdou Diouf, les radios ont donné des résultats. On appelait les radios appelaient, les radios sénégalaises, on appelait les reporters qui étaient dans les bureaux de vote et donnaient instantanément ces résultats. Donc, avec le poids que les réseaux sociaux ont aujourd'hui au Cameroun, on ne devrait pas s'en méfier. Au contraire, ils devraient contribuer à crédibiliser une élection comme celle de 2018. Et donc, il ne faut pas s'en méfier, il faut plutôt prendre cela comme un élément qui devrait permettre de bonifier ce scrutin. Oui, Alicia Dio. Oui, je pense que les réseaux sociaux ne font peur qu'à ceux qui ont des choses à cacher. Parce qu'à la réalité, lorsque vous observez le mode opérationnel dans les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il y a toujours... la contradiction y est de mise. Hein. C'est-à-dire que le temps où il y avait des fabricateurs de l'information d'un côté et de l'autre des consommateurs de l'information est définitivement révolu. Aujourd'hui, on centralienne, pour le dire comme cela. C'est-à-dire que celui qui reçoit l'information à travers le réseau social peut instantanément, comme il a dit,
remettre en cause cette information à la lumière des éléments de fait dont ils disposent. Et là, c'est les citoyens. C'est-à-dire, c'est un conglomérat d'interactions extraordinaires. Et vous allez remarquer que, je vais vous prendre un fait qui est à la réalité un drame, mais qui est assez récent, qui devrait être un cas d'école chez nous. Même deux faits. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections législatives, je veux dire sénatoriales. Lors des élections sénatoriales, avant que les instances habilitées ne rendent compte des résultats, tout le monde connaissait les résultats. Mais la présidentielle, c'est autre chose, hein, Alice Sadio. Non, je veux dire, c'est pas tous les partis politiques qui concouraient à cette élection-là, mais tout le monde savait déjà. Voilà pourquoi j'ai dit la présidentielle, c'est pas comme. Je vous le concède. Je vous le concède. Les sénateurs, c'était niveau micro, puisque le terrain électoral, c'est le département. Ça va juste être élargi. C'est juste que l'assiette sera élargie et d'où, justement, le rapport de force sera beaucoup plus diversifié. Il ne sera pas unilatéralisé. Un autre fait qui devrait éclairer notre lanterne. Vous vous souvenez de l'événement Ezeka? Oui. Vous vous souvenez que quand même il y a des ministres de la République, pendant que les réseaux sociaux nous avaient déjà donné l'information que ça a badé là-bas, à Ezeka, il y a des ministres de la République, pour ceux qui coachaient uniquement sur le poste national CRTV, qui démentaient dans les réseaux sociaux comment c'est des déstabilisateurs. Sauf que progressivement, à 20h, on a dû se rendre compte de l'évidence de ce qui s'était passé. Comme pour dire quoi, je corrobore avec eux, les réseaux sociaux auront un rôle prépondérant à jouer et la loi ne l'interdit pas. D'où la brèche selon laquelle c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Nous nous inscrivons en faux contre ça parce qu'il n'y a aucune loi qui dit que d'abord, il faut savoir aussi que le code électoral dont je dispose dit que le dépouillement c'est public, n'est-ce pas? Alors, quand on compte là sur le tableau, le public qui a voté le matin et qui revient à 18h pour attester de ce que les urnes dans leur lieu de vote. Voilà, rien ne les en empêche. En tout cas, la loi que je lis ne les en empêche pas. Ça ne l'interdit pas, mais simplement ce que nous voulions dire, c'était que quand on dit qu'un document, une version fait foi, ça veut dire qu'en cas de conflit dans la compréhension d'une information, tout à fait, il y en a un qui va primer l'autre. Mais je ne sais pas si j'ai encore deux petites secondes, Monsieur Otto. On va en parler après. De la légalité. Je vous en prie, Alice Sadio. Mais aussi de la légitimité. Alice Sadio, vous êtes juriste. Oui, on va alors, parler après la les journaux. légitimité et la légalité, qu'est-ce qui est préparé? Merci Alice Sadio. On va aller du côté de Douala pour le 20h. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités du côté de Yaoundé. Ce soir, nous parlerons d'un tollé de réactions que vous avez certainement observé à la suite de la découverte de ces programmes d'enseignement secondaire, notamment ce livre de sciences qui parle des pratiques sexuelles déviantes, et l'opinion publique camerounaise est divisée à ce sujet. D'un côté, il y a ceux qui critiquent cette initiative qui a un effet pervers sur les jeunes Camerounais. De l'autre, il y a ceux qui soutiennent cette pédagogie visant à protéger les jeunes élèves contre de telles pratiques déviantes. Vous suivrez également dans le journal de 20h des experts qui évaluent la politique de protection de l'environnement au Cameroun. Quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement? Permet-elle de promouvoir le développement durable? Et dans le journal de 20h, c'est un hommage spécial rendu à Joseph Kadji de Fotso. Vous le savez, il y a une veillée qui s'est tenue à son domicile du côté de Yaoundé et des personnalités de premier plan se sont mobilisées pour rendre hommage à Joseph Kadji de Fotso qui est décédé il y a quelques semaines. Qui nous soit toujours en compagnie des experts. Il y a un qui est parti et il a cédé sa place à Frégis Touta. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes journaliste. Bien sûr. Coordonnateur la Nouvelle Expression, du quotidien La Nouvelle Expression pour les régions Centre, Sud et Est. C'est bien ça. Merci. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Voilà, je vais commencer avec vous, Alice Sadio.
enseigne l'enseignement des pratiques sexuelles déviantes en classe de 5e. Vous dites que c'est un livre inapproprié qui doit être retiré du programme. Quelle sentence, Alice? Oui, pour la simple et bonne raison que, si vous me le permettez, je voudrais commencer par convoquer, avant d'arriver au livre, oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je pourrais, ou du moins notre formation politique pourrait s'exprimer de la même manière. Oui. Par exemple, est-ce que tout ce qui nous est distillé à travers les médias traditionnels, télévision, radio et autres, oui, est-ce que ça corrobore avec nos canons culturels? Oui. Mais ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, Alice, c'est pour vous dire que le postulat du départ, ou oui, du moins ce qui encadre notre posture, oui, par rapport au livre Querellé, ce qui encadre notre posture, ce sont nos canons culturels. Oui. D'un. Et de deux, si on approche même la chose du point de vue de la science. Vous savez qu'un tel débat a d'ailleurs eu lieu en son temps, je crois il y a de cela quelques années en France, où il y avait eu un tollé justement de la part des parents sur une certaine orientation pédagogique dans l'initiation, pour le dire ainsi, des enfants d'un certain âge à la connaissance de leur autonomie et de la sexualité. Il y avait eu un tollé parce que les outils pédagogiques qui étaient mis à disposition pour les enseigner n'étaient pas forcément du goût des parents. Donc c'est pour vous dire que l'aspect culturel ne suffit pas. Il y a aussi l'aspect éthique et l'aspect scientifique. Parce que lorsque vous prenez notamment la page du livre qui est Querellé, oui, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous, en tout cas dans le journal de tout à l'heure, on a effectivement montré l'image. Sur le plan de l'image, vous voyez effectivement une femme avec un sein nu à l'extérieur qui fait des pratiques de zoophilie. Vous comprenez? Il y a à la suite de cela un tableau qui décrit avec des termes pour le moins assez crus un certain nombre de pratiques sexuelles qui sont... Mais l'intention de l'éditeur ou des auteurs du livre, c'est qu'ils voudraient montrer aux enfants que c'est cela qu'il ne faut pas faire. Oui. Or, lorsque nous partons du principe que généralement, nous sommes tous parents, hein, généralement c'est là où vous dites à l'enfant de ne jamais entrer, c'est cet endroit justement que l'enfant bagarre pour voir ce que vous cachez là-dedans. Donc, nous pensons, de notre point de vue, que si l'objectif pédagogique opérationnel était initialement louable, l'outil pédagogique, c'est-à-dire le livre, et la manière d'amener le sujet est, de notre point de vue, par trop cru et de nature, justement, à produire le contraire de l'effet escompté, c'est-à-dire à pousser l'enseigné à se dire, eh bien, cette histoire de... Parce que en 5e, il y a des enfants de 9 ans, oui, de 8 ans, de 10 ans, de 11 ans. Et pour les jeunes filles, il y en a qui n'ont même pas une anatomie complètement développée. Alors, leur rapport au sein et à cette pratique de zoophilie-là, vous comprenez que c'est un peu brutal. Et qu'on aurait pu, sur le plan pédagogique, utiliser d'autres instruments sur le plan linguistique, sur le plan de l'image, pour enseigner aux enfants que, pour atteindre l'objectif qu'on visait. D'où notre prise de position, et qui est que ce livre n'est pas du tout adapté à notre réalité culturelle. Vous savez que dans l'environnement culturel, en Afrique, nous ne pouvons pas faire du suivisme éducationnel. Dans l'environnement culturel africain, on parle de ces choses-là avec beaucoup d'habillement. On habille toujours, c'est-à-dire y compris les adultes. Les adultes en Afrique, on sait que les adultes entre eux, quand ils en parlent, ils habillent toujours. Telle est notre culture. Est-ce que nous sommes à travers la formation de la nouvelle génération qui va sortir de nos écoles, est-ce que nous sommes en train de faire une jonction et d'aplanir de telle sorte qu'il n'y ait plus de ligne de démarcation du point de vue culturel entre le produit sorti
de notre système éducatif et le produit issu des environnements culturels, on va dire occidentaux, pour ne citer que cela. Je pense que non, que nous devons de préserver une donne qui fasse que l'enfant africain, le citoyen africain ait une particularité, je veux dire une identité culturelle, une identité éthique, et ça peut aussi ouvrir au débat sur l'homosexualité. Pourquoi est-ce que nous, ici, nous disons que la polygamie est tolérable et que l'homosexualité est irrecevable, voire même pénale du point de vue de notre droit? C'est parce que notre culture ne corrobore pas avec ces pratiques-là. Donc, à la réalité, il s'agit de le débat doit se situer au niveau de est-ce que nous allons dissoudre la ligne de démarcation culturelle qui fait que notre donne éducationnelle ne peut pas être transposable à la donne éducationnelle. Alice Adio, vous opposez l'homosexualité à la polygamie? Écoutez, il y a un chef d'État français illustre qui nous avait dit que la polygamie n'est pas un droit en France. Et en son temps, je me souviens, je lui avais rétorqué que, eh bien, l'homosexualité n'est pas réponse du berger à la bergère. L'homosexualité n'est pas et ne saurait être un droit en Afrique. Donc, ce qui est perçu chez eux comme étant un droit de l'homme, un droit de l'individu, parce que peut-être leur culture le permet, nous le leur concédons, mais ça ne passe pas chez nous. Nous revendiquons cette originalité, cette particularité culturelle, et c'est la pluralité de ces réalités culturelles qui fait que le monde est diversifié. Donc on ne peut pas... ce livre trahit une démarche linéaire qui voudrait calquer notre offre pédagogique sur le modèle occidental. C'est ça le fond du débat. Et en cela, nous nous inscrivons en faute. Nous disons que nous pouvons avoir une approche qui s'inspire de notre éducation traditionnelle et la moderniser pour que nos enfants soient à l'image de ce que nous voulons, de la vision du corps social africain et camerounais que nous voulons pour demain. Ok. Maître Claude Assira, vous avez une réponse un peu plus, une appréciation nuancée. Oui. Vous interrogez les fondamentaux, parce qu'il y a une échelle de responsabilité au départ. Ensuite, vous dites que l'enfant doit maîtriser l'environnement dans lequel il vit. Donc, ne pas se laisser surprendre. Disons qu'il y a un paradoxe. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ou plutôt derrière autre chose, vu le sujet dont on parle. Je pense que il y a un paradoxe qui naît du fait que chaque fois qu'on parle de la sexualité, du sexe, chaque fois que le sexe sort de l'intime, naturellement, il ouvre des passions. C'est pour ça que, en entendant Alice Adio tout à l'heure, elle nous parle, je pense un peu, celui qui peut être confus en faisant d'autres allusions à l'homosexualité et à d'autres choses. Mais en même temps, c'est le rôle de l'école que de nous apporter là où nous sommes le monde, l'ouverture au monde, cette fameuse information dont on parlait tout à l'heure. Et ce débat a actuellement à l'identique cours au moment où je vous parle en France. Et à un niveau qui est encore beaucoup plus sensible que ce que nous connaissons ici, puisqu'il s'agit d'enfants de maternelle de 4 ans, auxquels on apprend déjà un certain nombre de choses. Et je peux comprendre que les parents s'interrogent, qu'ils soient sceptiques, pour les raisons que je vous ai indiquées. On a mis la pédale douce au Cameroun, en mettant en 5e non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... Commencer par la maternelle, quel que soit le niveau où on se situera, je pense qu'il y aura toujours forcément polémique, en raison du sujet même. C'est la nature du sujet qui pose problème. Maintenant, pour essayer d'y répondre, moi je pense qu'il faut qu'on évite peut-être ce qui peut, de mon point de vue, apparaître comme étant de faux débats. Parce que quand j'entends Alice qui nous parle de la tradition, moi je m'interroge déjà, de quelle tradition parle-t-on? Est-ce que dans notre tradition, nous avions des vêtements? J'ai parlé de la culture. La culture. Voilà, je peux sur ce terrain-là vous rejoindre également. Ma question ne va pas du tout beaucoup évoluer. Est-ce que chez nous, vous voyez encore aujourd'hui les guerriers Maasai, les jeunes filles Maasai de 16-17 ans, Hubert ou autres, qui apparaissent de façon tout à fait naturelle dans le plus simple appareil, ou du moins presque, sans que ça ne choque personne. Et c'est ça justement notre culture. Donc vous voyez que la sexualité, quand Alice parle encore une fois de cette femme
que nous avons vu à vos images, sur vos images tout à l'heure, qui montre un sein nu. Là encore, je pense qu'on pourrait se poser la question. Le sein... Elle ne fait pas que montrer le sein nu, elle allait un animal. Bien. C'est un acte, d'après le livre, c'est un acte de zoophilie. C'est le livre qui le dit, c'est pas Alice. Un exemple de zoophilie. Si on allait, déjà, on se pose la question, est-ce que allaiter relève, voilà, parce que la zoophilie n'est pas tout à fait l'allaitement. Donc je pense que peut-être même le livre, si c'est exactement ce qu'il dit, voilà, tout à fait, déjà pose un problème. Oui. Voilà. Parce qu'à l'été, on sait très bien... pour ne pas choquer davantage, hein, ils sont arrêtés là, bien, au niveau du sang. Pour faire simple, maintenant, ce que moi j'ai essayé de vous indiquer tout à l'heure, c'était que on est rentré dans un monde qui est en pleine mutation. Et que la question se pose, je ne sais pas, j'apprécie beaucoup ceux qui ont des réponses et des réponses tranchées. Mais en tout cas, la question, je comprends parfaitement l'objet de ce débat, qui est de savoir, que fait-on? Est-ce qu'on laisse ces enfants qui sont dans un monde de plus en plus tumultueux, où vous avez des prédateurs sexuels, des pédophiles et autres, ça ce n'est pas contesté, qui errent et qui à tout moment peuvent, par des pratiques plus ou moins sophistiquées, réussir à surprendre l'enfant qui n'y est pas préparé, ou bien va-t-on quand même commencer quelque chose? Essayer d'éveiller l'enfant à la réalité. C'est pour ça que je vous disais, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. On peut à l'infini essayer de masquer ce sein que je ne voudrais pas voir, comme dit l'auteur, mais ce sein, il est pourtant là. Et c'est ça, justement, de mon point de vue, les questions qu'on devrait se poser. Moi, je pense plutôt, et parce que j'essaye de faire confiance aux spécialistes, je ne juge pas avec des a priori, je me dis, en tout état de cause, il fallait faire quelque chose. Parce qu'il est évidemment toujours beaucoup plus confortable de rester dans son coin, d'attendre et de juger. Or, les acteurs sur le terrain ont certainement aussi le bon sens minimum. On dit que c'est la chose du monde à mieux partager. Oui. Ce sont des parents, des enfants. Ils sont responsables, ils sont ouverts. Et je leur accorde le bénéfice de la bonne foi et me dis simplement qu'ils ont certainement pris en compte l'ensemble des préoccupations qui sont les miennes et que malgré le fait qu'ils les aient intégrés, ils ont quand même entrepris de mettre sur pied cet ouvrage qui ne peut pas être complètement négatif, même si on ne peut pas cacher les risques que semble dénoncer Alice. Il faut également voir le bon côté des choses parce qu'il y en a. De mon point de vue, il fallait faire quelque chose. Quelle est la juste mesure? J'espère que ce qui a été entrepris est effectivement favorable parce que moi je pense qu'il y a aussi des éléments favorables et ça aurait été, de mon point de vue, un piège, un cercle vicieux que de pouvoir fermer les yeux complètement et se dire on ne va rien faire et faire comme si le monde n'avait pas évolué autour de soi alors qu'effectivement il y a de vrais dangers contre lesquels il faut justement essayer d'éveiller les jeunes, les plus jeunes, qui sont aussi les plus vulnérables. Frégis Touta, cette façon d'appeler le chien par son nom, ça vous dérange? Ça me dérange, mais pas vraiment. Je voudrais qu'on soit tout à fait d'accord sur un principe, c'est que la décision qu'a prise tout à l'heure le ministre des Enseignements secondaires me semble un peu hâtive, dans ce sens que les revendications qui sont portées depuis la découverte des extraits de cet ouvrage inscrit au programme portent exclusivement sur une partie du livre. Et je pense que... Je vous arrête là un instant. Est-ce qu'on doit interroger la chaîne de validation du manuel scolaire? Oui, on doit l'interroger. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on vient découvrir ça? Effectivement, on doit l'interroger. Ça veut dire qu'on passe un livre, on regarde juste la couverture? Non, il ne s'agit pas de ça. Je voudrais qu'on interroge justement le processus de fabrication de ce livre en interne, mais aussi en externe. La validation. De fabrication et de validation. Oui. Je dis de fabrication, pourquoi? Parce qu'on ne doit pas oublier que ça fait seulement 2 ans qu'on a suspendu la procédure traditionnelle de mise en vente des ouvrages scolaires qui était que tout le monde met en vente et puis il y a des établissements qui en choisissent. On a décidé de confier à une commission la conception, la fabrication et la validation de cet ouvrage. Cette commission n'a eu que 2 ans. Quand j'ai dit 2 ans, je voudrais dire 1 an, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment 2 ans pour produire cet ouvrage. Et donc, on estime, en tout cas j'estime, qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour mettre en commun toutes de fédérer tous les avis, que ce soit ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre ce phénomène.
Voilà pour la production et la validation de cet ouvrage. Je pense, à mon avis, en tout cas c'est mon avis, que le retrait de cet ouvrage qui a été prononcé tout à l'heure est difficile. Et on aurait dû retirer tout simplement ces parties incriminées et garder l'ouvrage. Ou alors ouvrir une discussion entre les experts, parce que je dis encore, nous ne sommes que des parents. Tous les matins, nous allons remettre nos enfants à des gens qui ont été formés, en qui nous reconnaissons un certain statut d'éducateur, et nous leur disons, prenez toute la journée à éduquer nos enfants, nous reviendrons les chercher tout à l'heure. Donc, nous sommes en quelque sorte aujourd'hui en train de dire à ces gens-là qui n'ont pas fait leur travail, ce qui me semble un peu difficile. Ça, c'était pour le premier aspect. Oui. Le deuxième aspect est d'ordre conjoncturel. On est dans une société qui évolue. On a des enfants qui, au quotidien, nous posent une multitude de questionnements. Oui. J'ai, moi, par exemple, à la maison, des enfants qui viennent souvent me dire tellement insultés en utilisant une expression sexuelle péjorative. Et tu sens, à cet instant, le besoin de vraiment discuter avec lui sur cette problématique, parce que tu te rends compte que ton enfant est au courant de ce fameux sexe ou bien de cet acte sexuel que tu ignorais. Donc, tu te sens dans l'obligation de discuter avec ton enfant pour commencer à le faire savoir que en matière de sexe, voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien. Je raconte une anecdote. Je suis rentré une fois, mon fils m'a embrassé à la bouche. J'ai bien accepté, mais j'ai dû rapidement lui dire, bon voilà, il faut savoir que les garçons ne se font pas la bise à la bouche. Vous pouvez faire la bise à la joue, mais c'est mieux de vous saluer. Oui, évidemment. C'est mieux de vous saluer. C'était quoi, les travaux pratiques qu'il venait pratiquer? Non, le retour comme ça, et puis il est content de te voir et il te fait une bise à la bouche. Et tu lui fais volontiers une bise, mais tu te rends compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir dans son éducation. Habituer ton fils à faire la bise à la bouche de garçon, ça peut créer quelque chose ça peut créer un penchant homosexuel. Pour parler, il a arrêté? Oui, il a arrêté parce que lui, aujourd'hui, quand lui-même il vient, il dit à ses frères, non, on ne fait pas la bise à la bouche, etc. En fait, je pense que nous avons raté là l'occasion de vraiment discuter des problèmes conjoncturels de nos enfants, qui sont exposés à Internet, qui sont exposés à... Tout le monde est aujourd'hui sur les chaînes câblées, sur les chaînes satellitaires. Ils sont exposés à une multitude d'informations. On est exposé, Alice Diop. Est-ce que nous sommes, la société africaine est mûre? Elle peut accepter certaines choses. On va l'appeler ainsi. En fait, de mûr, ça m'inquiète. Moi, je suis de la génération de mon livre unique de français. Voilà. Avant ma génération, il y avait la génération Mamadou et Bineta. Après la mienne, il y a eu la génération des champions. Et puis là, on est en train d'aborder la génération de l'excellence. L'excellence. Que tout le monde est en train de qualifier d'inexcellente. Et je veux dire que même quand on passait de la génération de mon livre unique de français à la génération des champions, il y avait toujours des accusations qui étaient d'un autre caractère, c'est-à-dire qu'on considérait la collection Les Champions comme étant un peu légère, comme n'étant pas assez lourde pour donner tous les enseignements aux gens. Et je me rappelle que il y a d'ailleurs un artiste très célèbre. C'est le procès qu'on a aussi fait à mon livre unique de français. Hein. Oui, on dit que c'était pas corsé comme Mamadou et Bineta. Évidemment, et ceux même qui ont connu la génération Mamadou et Bineta se sont plaints plus tard. Je connais, donc je ne vous rappelle pas cet artiste qui a chanté que Mamadou et Bineta avaient trompé tout le monde. Donc, à chaque fois, on se trouve dans une position de transition qui soit nous fait peur, ou soit nous crée chez nous un certain rejet. Mais finalement, on se fond dans cet engrenage et puis on évolue. Je voulais terminer sur un point, c'est la question de l'homosexualité. Le Cameroun, en 2011, face à la montée de la séroprévalence au sein de la population, a besoin d'argent pour financer l'achat des antirétroviraux et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'institution, la plus grande institution mondiale qui finance le sida, c'est le Fonds mondial. En tout cas, c'est le Fonds mondial pour le financement du paludisme et du sida. Et en 2011, le Cameroun fait la promesse au Fonds mondial que les fonds qui seront mis à la disposition du Cameroun ne seront pas utilisés uniquement dans la prise en charge
des PVVIH hétérosexuels. La problématique de la prise en charge des LGBTI va également être introduite dans le package des soins à administrer par les autorités sanitaires. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Fonds mondial accepte d'accorder le financement, parce que avant 2011, on avait raté plusieurs fois les rounds du Fonds mondial. Donc on se retrouve dans une situation où ces mêmes institutions commencent à nous rappeler: vous avez pris des engagements, aujourd'hui vous ne les prenez pas, il faut commencer. Je dis, c'est nous-mêmes qui sommes allés les voir pour leur dire voilà ce que nous comptons faire. Et donc on se retrouve dans une situation où on repart voir ce même Fonds mondial en lui disant non, vous n'allez pas venir nous imposer votre façon de faire, etc. Donc je pense que sur cette question, il faut bien se rappeler que c'est nous-mêmes qui avons pris l'initiative. Allez, Sadou. Oui, je voudrais prendre à partir de la chute de Frégis Tuteur. Oui. Suivez mon regard. On le suit. Oui. Parce que on vient de parler de la prise en charge des malades de VIH en disant que nous aurions, l'État du Cameroun aurait concédé à l'Organisation mondiale de la santé qu'elle intégrerait dans son package la prise en charge des le fil conducteur. Vous vous souvenez qu'on est parti du livre? Oui. Hein? On est parti d'un livre que nous, en tout cas en ce qui nous concerne, nous estimons que les outils pédagogiques qui ont été mis à disposition des enfants auraient pu être faits différemment. Maintenant, on est en train d'embrayer sur l'homosexualité et le fait que l'État du Cameroun aurait concédé un certain nombre de concessions, permettez la tautologie, auprès des instances internationales en charge de la santé. Ce qui revient à dire que quoi? D'abord, première problématique, je ne pense pas que lorsque quelqu'un va auprès des structures sanitaires et est peut-être déclaré malade, que l'origine de sa maladie, qu'elle vienne de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, entre en ligne de compte. Vous comprenez donc que j'attire... En ligne de compte, parce qu'il y a un phénomène de stigmatisation dans les formations sanitaires aujourd'hui à l'endroit de certaines personnes. Ceci ne dit pas que je cautionne l'homosexualité. Attendez, je suis en train... Tout à fait d'accord. Je suis en train de dire ceci. Il y a Maître Sira qui a un mot sur la violence et on va sortir. Je suis en train de dire ceci. Est-ce que un individu, homme ou femme, lorsqu'il va se faire consulter auprès des formations sanitaires, est-ce qu'il est obligé, pour être enrôlé dans la prise en charge, de décliner s'il est homosexuel ou hétérosexuel? Ce que j'essaye de dire, c'est que vous comprenez donc que subtilement, on est en train d'opérer, de glisser dans le débat socio-éthique, social et éthique de notre environnement culturel, le débat sur l'homosexualité, en surfant sur un tremplin qui n'a pas besoin de prendre en compte ces réalités-là pour adresser la problématique sanitaire. Merci Parce Alice. que la question de la maladie, qu'elle vienne de l'origine, que l'origine soit homosexuelle ou hétérosexuelle, tel n'est pas le traitant, le médecin traitant ou l'institution sanitaire n'a pas vocation à aller investiguer pour savoir si l'origine était homosexuelle ou hétérosexuelle. Merci, elle a un patient devant lui et il doit le soigner. Merci Alice. Donc c'est des mécanismes comme ça, oui, y compris le livre, et il met de l'eau à mon moulin. Ok, merci Alice. Quels sont les différents packages qu'on nous distille pour nous imposer un débat qui n'a pas lieu d'être parce qu'on a d'autres problèmes. Ok, merci Alice Sadio. Rapidement, Maître Sira, on est arrivé au terme de l'émission. Vous vouliez conclure avec sur la violence? Permettez-moi juste un petit mot pour dire que on était parti déjà d'un problème qui était relativement compliqué, l'éducation sexuelle des plus jeunes. Si on commence à y rajouter des notions qui n'ont peut-être en commun avec le sujet parce qu'elles se font autour de la sexualité, l'homosexualité, la polygamie et autres, on risque de complexifier encore davantage un débat dont on n'est même pas sorti. Parce qu'il suffit juste que se pose la question de l'éducation sexuelle de nos enfants pour que déjà cela induise, ça nécessite un débat qui doit être, de mon point de vue, un débat de société. Faut-il le faire? À quel moment faut-il le faire? Comment faut-il le faire? Etc. Voilà. Donc toutes les autres questions sont simplement que
je pense, ce sont des procès d'intention, parce qu'on n'a aucune certitude sur les mobiles, les motivations qui ont pu justifier à ce niveau-là l'intégration de cette formation. Voilà. Okay. Cela étant dit maintenant sur la violence, c'était vraiment aussi d'un petit mot. Je voulais juste vous indiquer que de mon point de vue, votre question, notre débat portait au départ sur la question du code de bonne conduite. Et la question de l'interdiction de la violence, ou plutôt le rappel de l'interdiction de la violence, ne pouvait concerner que les candidats qui ont choisi de venir, j'allais dire de façon honorable, défendre leur position à l'occasion de ce scrutin. Mais j'ai entendu le débat glisser par la suite sur la question de la violence terroriste qui se déroule aujourd'hui à l'intérieur des deux régions dites anglophones. Non, le climat, l'insécurité qui règne là-bas pour une élection apaisée. Tout à fait. Le terme qu'on utilise. Il est évident que cette problématique ne relève pas de ELECAM, parce que la violence terroriste va nécessairement être interdite et elle devrait être proscrite en tout état de cause. Je pense que le code de conduite ne visait que les acteurs habituels. On a assisté dernièrement on a vu tous en Mondiovision un membre important de nos institutions se prêter, être tout au moins complice d'une grande opération de lynchage des emblèmes d'un parti politique. Voilà, ce sont ces actes de violence-là, à mon avis, qu'il faudrait pouvoir réprouver et non pas tout simplement les questions de violence qui relèvent davantage des questions de l'armée, de sécurité et autres. Je ne pense pas que ce soit ça qui relève de la mission de l'État. Voilà, merci Maître Assira d'être passé nous voir. Merci pour cette première à Yaoundé. Merci de votre invitation. Merci Frégis Tuta. C'est un honneur pour moi. Merci à votre place, je regarde votre place. Merci à Guy Zogo. Je réponds pour lui. Merci. Merci Ali Sadio. Merci, c'est toujours un honneur d'être sur votre plateau. Voilà. Merci à toute la grosse équipe conduite par Emmanuel Job, Séverin Chouban qui a effectué le déplacement. Ils étaient tous là. Je vois, ils sont tous là, toute la grosse équipe de Yaoundé. Merci à vous d'avoir permis ce numéro de Equinox Soir en direct de Yaoundé. Diffusion 23h GMT. Il sera minuit ici en Baladou à Yaoundé.